Bonjour et bienvenue sur la maïeutique. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'empathie et de l'altruisme. L'empathie comme l'altruisme sont des sentiments, des sensations qui permettent de tenir compte des personnes qui sont autour de nous. Nous allons regarder de manière globale comment penser aux autres s'est imposé, comment cette attention envers les autres est devenue un instinct et quelles sont ses limites. Alors déjà, il faut comprendre qu'à l'origine de l'espèce humaine, à l'émergence de ces instincts, on ne faisait pas de différence entre altruisme et empathie. Les choses n'étaient pas aussi claires qu'aujourd'hui. On ne va pas chercher non plus à savoir si c'est l'altruisme ou l'empathie qui est apparu en premier. Ce n'est pas le sujet. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'empathie? C'est la capacité à se placer à la place de quelqu'un d'autre, à ressentir ce que la personne que l'on a en face de nous ressent. L'altruisme, c'est la capacité à se dévouer à une autre personne, quand nous allons aider quelqu'un par exemple. À première vue, cela semble contre-intuitif. Perdre son temps à penser aux autres, ne pas s'occuper que de ses propres intérêts, cela ne semble pas un bon investissement. Nous allons voir que l'évolution de l'espèce humaine a montré que s'il n'y avait pas de partage, d'entraide et de solidarité, l'individualisme ne permettait pas d'aller aussi loin que le groupe qui joue collectif. Donc à la préhistoire, on remarque des traces de compassion qui sont apparues il y a environ 80 000 ans, chez les différentes espèces d'hommes, que ce soit sapiens ou néandertal. Nous en avons la preuve parce que des squelettes de personnes ayant des handicaps sévères, donc des personnes ne pouvant pas vivre sans l'aide du groupe, ont survécu plusieurs années. Nous avons aussi trouvé des traces de certaines maladies invalidantes qui n'aurait pas permis à la personne de vivre sans avoir l'aide du groupe. Et nous avons aussi des traces de personnes qui ont eu un membre cassé, qui a pu se ressouder, laissant comprendre qu'elle a reçu de l'attention et de l'aide. On trouve bien évidemment des traces d'offrandes funéraires qui peuvent témoigner d'une affection pour la personne défunte. De nos jours, nous pouvons aussi remarquer que l'empathie est codée dans le génome humain. Voir les études que je mets en description. Ces études montrent que les femmes ont plus de prédisposition à l'empathie, donc à reconnaître les émotions, que les hommes. On sait aussi que l'empathie comme l'altruisme peuvent s'acquérir par l'éducation. Mais on possède une prédisposition génétique pour l'altruisme et l'empathie. D'ailleurs, cette prédisposition génétique est plus ou moins marquée selon les individus. On peut observer que dans la nature, d'autres espèces pratiquent l'altruisme. En effet, l'altruisme ne s'applique pas qu'à l'espèce humaine. De manière générale, il a donné des avantages évolutifs aux groupes qui l'ont pratiqué, par le travail d'équipe ou le sacrifice de certains individus pour la survie du groupe. Alors, par exemple, nous avons les abeilles qui ont un dard dentelé. Donc, quand l'abeille pique pour défendre la ruche, elle se sacrifie. Son dard dentelé reste planté avec une partie de son intestin qui fonctionne comme une poche à venin, ce qui conduit obligatoirement l'abeille à se sacrifier. Ce comportement, cette mutation génétique qui a favorisé le dard dentelé, va contre l'intérêt de l'individu, mais pour l'intérêt collectif. Les guêpes, au contraire, n'ont pas de dard dentelé. Elles peuvent piquer plusieurs fois sans se sacrifier. Alors, on trouve aussi des fourmis kamikazes, dont on connaissait l'existence, mais qui n'ont été étudiées que récemment, en 2018, à Bornéo. Ces fourmis se font exploser l'abdomen en libérant une substance chimique toxique et gluante qui peut soit tuer son adversaire, soit lui poser de gros problèmes. Bon, bien évidemment, la fourmi se sacrifie. C'est encore un exemple de sacrifice de l'individu pour la survie du groupe. On trouve aussi d'autres exemples d'altruisme moins extrêmes, mais tout aussi important pour la survie du groupe. Chez les dauphins, on observe qu'un individu malade est soutenu à la surface de l'eau par l'ensemble du groupe, pour qu'il puisse respirer. On trouve aussi ce comportement chez les chiens, qui vont défendre leur maître ou un autre chien. Les rats peuvent aller libérer l'un de leurs congénères qui est pris au piège dans une cage. Alors, quel rôle ont eu l'altruisme et l'empathie dans l'évolution pour l'espèce humaine? Comme pour les animaux, on imagine assez facilement que nos comportements d'altruisme et d'empathie ont eu un intérêt pour le groupe. Donc l'écoute, le partage, la coopération et la compréhension des autres ont permis de favoriser la survie et la reproduction du groupe,
par rapport à d'autres groupes humains qui n'auraient pas pratiqué l'empathie ou l'altruisme. Alors nous avons dit que les femmes sont plus sensibles à l'altruisme et à l'empathie que les hommes. Beaucoup d'études prouvent que les femmes ont plus de facilité par rapport aux hommes à détecter des émotions sur les visages. Alors ce sont des études qui sont faites à partir de photos. Dans ce cas, il s'agit plutôt d'une compétence innée, c'est-à-dire génétique. Les femmes sont aussi plus altruistes que les hommes. Dans ce cas, on trouve une cause génétique mais aussi sociale. Tout d'abord, on sait qu'un enfant qui vient au monde n'est pas entièrement autonome, alors que dans la nature, beaucoup d'animaux naissent et sont autonomes dès le premier jour. L'être humain, entre autres à cause de son cerveau qui est trop gros, doit finir sa croissance en dehors du ventre de la mère. Donc chez l'être humain, comme dans d'autres espèces, il y a une coopération pour s'occuper de la progéniture. La mère étant naturellement plus aux côtés de son enfant, entre autres pour lui donner le lait et s'en occuper quotidiennement. Cela lui a permis de développer une facilité à lire les sentiments sur le visage de son enfant. Donc à développer de l'empathie pour lui apporter de l'attention. On ne va pas faire un dessin, mais c'est toujours le même principe. Les groupes pour lesquels il y avait de l'empathie pour la femme enceinte et les enfants ont mieux réussi à se développer et à se reproduire, donc à transmettre leurs gènes. Au contraire, le groupe dans lequel la mère ne comprenait pas que l'enfant avait faim ou avait soif ou avait froid, le groupe qui ne s'occupait pas des femmes enceintes et des enfants, avait moins de chances de transmettre leurs gènes. D'ailleurs, de même pour les autres personnes du groupe. Si vous partez dans la forêt ou à la chasse et que c'est chacun son rythme, on voit facilement les limites de ce fonctionnement. On peut se faire attaquer, se perdre, ne pas bénéficier des compétences de tout le monde, comme l'aide et l'expertise des plus anciens, qui va peut-être aller plus doucement, mais qui aura une plus grande expérience technique de chasse et de la météo, du terrain aussi. On imagine aussi, dans la tribu, lors d'une attaque par un animal sauvage ou d'un autre groupe, que dans la mesure du possible, c'était les chasseurs et les guerriers qui étaient sollicités. Les tribus qui ont su préserver les femmes et les enfants ont pu plus facilement continuer à transmettre leurs gènes. On observe qu'une étude fait apparaître que chez les personnes altruistes, les moments de partage, comme la nourriture dans un repas, les ressources, la coopération dans des activités comme par exemple la cueillette, la chasse, plus récemment le jardinage, un déménagement, sont valorisés par le circuit de la récompense dans le cerveau, avec les hormones. Alors que les personnes individualistes ont un coût au partage des ressources et d'une activité. De manière plus générale, la pratique de la solidarité nous a aussi permis de progresser dans plusieurs domaines. En effet, c'est aussi grâce au fait de penser aux autres, en voulant les aider, en voulant les soigner, en essayant de les guérir, que nous avons cherché à utiliser des attelles ou des plantes médicinales. C'est aussi en pensant à ce que veulent les autres que nous avons pu commencer à faire des échanges d'objets et de nourriture et du troc. L'altruisme et l'empathie devaient aussi servir à calmer un conflit au sein du groupe pour ne pas que plusieurs personnes s'affrontent ou s'entretuent. Alors, on a vu que certaines études ont montré que nous n'avons pas le même degré d'altruisme. Et de l'ensemble des livres et des études que j'ai pu observer, nous devons, pour le bien du groupe, avoir ces différences. Ces différences peuvent sembler inutiles la plupart du temps, mais elles sont essentielles dans certaines situations. Penser différemment, ne pas avoir le même niveau d'altruisme, est bien nécessaire pour la survie de l'espèce. Il y a une complémentarité qui est importante au sein des individus d'une même espèce. Alors, un exemple avec le daltonisme. On quitte quelques secondes de l'empathie pour comprendre comment la nature nous a rendus complémentaires sur la vision, pour la vue, quoi. Donc déjà, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais un ami Christophe qui doit nous regarder et il me disait « Moi, je suis daltonien. Tu mets un camion de pompiers dans un champ vert, je ne le vois pas. » Alors, on sait que les daltoniens ne voient pas l'ensemble des couleurs vues par la majorité de la population. Mais on s'est aperçu qu'ils sont très sensibles aux différences de couleurs dans les camouflages. D'ailleurs, c'est un exemple connu, on a utilisé les daltoniens pendant la Seconde Guerre mondiale pour déjouer les camouflages ennemis. De même, à la préhistoire, les daltoniens apportaient un avantage complémentaire
pour la cueillette, la chasse et pour voir les prédateurs qui étaient cachés. D'ailleurs, ce principe de spécification génétique est bien connu. Dans le règne animal, on trouve par exemple avec les fourmis, des ouvrières, des fourmis qui élèvent les larves, des fourmis qui cherchent la nourriture et d'autres qui gardent le nid. Donc, vous l'avez compris, nos niveaux d'altruisme différents en fonction des individus ne sont pas dus au fait que certaines personnes sont moins évoluées que d'autres, mais ils sont dus à un équilibre nécessaire au sein du groupe. Cela contribue à la cohésion sociale et à l'épanouissement du groupe. Bien mieux que si tout le monde était altruiste et pensait continuellement aux autres. Alors, comme cela reste un peu abstrait, je vais donner un exemple sur l'altruisme. Nous avons remarqué au travers des études de personnalité que les dirigeants d'entreprise sont bien moins altruistes que la moyenne de la population, voire même certains ont des traits de la psychopathie. Alors ici, bien évidemment, on fait le parallèle avec chef d'entreprise et chef de la tribu. Cela est valable sur de la préhistoire à nos jours. Si on décortique le comportement du grand patron d'entreprise, il est amené à prendre des décisions apparemment dures. Sur un plan individuel, si un poste n'a plus de raison d'exister, par exemple avec les nouvelles technologies comme l'IA, il ne peut plus garder les employés. Sinon, il met en danger l'entreprise et tous les employés. De la même manière, une personne qui va lui demander un travail mais qui n'a pas les capacités ne sera pas acceptée. En fait, il y a énormément de situations où le dirigeant d'entreprise se comporte comme s'il n'avait pas d'altruisme, dans le but de préserver l'entreprise. Alors, on n'est pas là pour dire si c'est bien, pas bien, ou même apporter une solution. On ne fait qu'exposer les faits. Ce que l'on remarque, c'est que ce manque d'altruisme à certains postes est nécessaire pour la survie du groupe et de la société. Mais ce n'est pas si simple que ça. Écoutez, dans le livre que j'ai cité en commentaire, le chercheur prend l'exemple d'un poisson, un cyclidé, dont il existe 2000 variétés différentes. Les plus connus sont le poisson clown et le poisson perroquet. Il a pu observer dans un même lac en Afrique qu'il y avait deux mâles différents. L'un tout coloré, magnifique, qui est un mâle alpha. Il fait des ronds à la surface de l'eau du lac. Il a accès au soleil, à la reproduction, à la nourriture qui tombe dans le lac. Et il y a un autre mâle, tout gris au fond du lac, dans l'ombre du premier mâle. Ce mâle n'a pas de couleur, il mange après le mâle alpha. Sa vie semble bien injuste. Mais ce que l'on remarque, c'est que lorsque le mâle alpha se fait manger par un oiseau parce qu'il a trop fait le beau à la surface de l'eau, alors le mâle tout gris au fond du lac prend la place du mâle alpha. Il se métamorphose, prend des couleurs et devient mâle alpha. En fait, il y a plusieurs exemples dans la nature, plusieurs exemples dans le livre où la nature a codé génétiquement les individus pour que lorsqu'ils accèdent à un poste supérieur, à une place hiérarchique plus haute, ils aient plus de testostérone et gagnent en masse musculaire, en particulier chez le macaque japonais. Et on retrouve aussi chez l'homme un effet conjugué dopamine-testostérone qui augmente pour l'acquisition d'un pouvoir. Tout le monde connaît une personne qui, ayant gravi des échelons, n'est plus la même qu'avant. Les études de recherche nous montrent que le codage génétique prévoit que si nous accédions à une place plus haute, nous ne pouvons pas avoir le même comportement d'altruisme et de compassion que si nous sommes dans la masse du groupe. Donc, de manière générale, dans la tribu, comme à la préhistoire ou dans nos sociétés, il faut aussi des personnes qui ont moins d'empathie pour, par exemple, appliquer une sanction, faire respecter l'ordre, la loi et préserver la sécurité dans la tribu. En effet, exclure quelqu'un de la tribu ou donner une sanction demande soit de maîtriser son empathie, soit de ne pas faire preuve d'empathie, dans l'intérêt du plus grand nombre. De ce que l'on comprend de toutes ces études sur ce fonctionnement, c'est que l'intérêt du groupe prime l'intérêt individuel. On trouve d'ailleurs énormément d'instincts codés dans l'espèce humaine qui nous permettent d'être tous complémentaires, voire de nous adapter à la place que l'on a. Il ne faut pas en vouloir au chef de tribu ou au chef d'entreprise d'adopter une posture moins altruiste, car la nature, avec tous les essais-erreurs qu'elle a effectués au cours de l'évolution, a fait apparaître que nous ne pouvons pas fonctionner avec un trop haut niveau d'altruisme,
quand on occupe certains postes. Alors, on voit aussi que depuis 4000 ans, depuis les Égyptiens avec les pyramides, que la vie en société est de plus en plus évoluée, de plus en plus complexe. Elle repose sur une coopération à grande échelle entre citoyens. Vivre ensemble, c'est respecter les autres, surtout dans des groupes de plus en plus grands. Cela demande donc de l'altruisme et de l'empathie pour arriver à s'intégrer et à se supporter. Donc les sociétés depuis 4000 ans ont exigé un niveau d'altruisme et d'empathie plus important pour le vivre ensemble. Finalement, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'altruisme et l'empathie, ça fonctionne un peu dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en premier, ils nous ont permis de vivre en groupe, puis après, quand le groupe s'est agrandi, en société, cela a imposé un certain niveau d'altruisme et d'empathie pour pouvoir vivre tous ensemble. Bon, alors, comme on l'a dit à plusieurs reprises, les mutations génétiques ne sont pas l'œuvre d'un créateur omniscient. C'est-à-dire que pour l'altruisme et l'empathie, c'est l'œuvre du hasard. Et c'est très important de le comprendre parce que nous allons voir maintenant le cas où l'altruisme et l'empathie vont trop loin. Alors en effet, l'altruisme et l'empathie sont des comportements louables, ce sont des comportements qui sont valorisés dans nos sociétés, mais il y a des dérives qui peuvent être dangereuses, comme par exemple dans le cas de l'empathie envers un objet ou des animaux, voire même entre êtres humains, avec trop de bienveillance, trop de tolérance, trop de énième chance. Alors, pour l'empathie avec les objets, il y a l'exemple du Tamagotchi. Dans les années 1997, on voit arriver un petit jouet électronique dont le but est d'interagir avec lui. On trouve des boutons autour de l'objet qui permettent de le nourrir, de lui donner à boire, de le soigner, de s'occuper de lui. Mais beaucoup d'enfants ont développé de l'empathie pour ces objets. On a noté plusieurs dépressions à la suite de la mort de l'objet, et cela même conduit à un suicide. Ah oui, et je veux préciser que si on ne s'occupait pas de l'objet, le Tamagotchi finissait par s'éteindre et on ne pouvait plus le rallumer. Alors ensuite, un exemple personnel, mais qui s'applique à tout le monde. Pour les animaux domestiques. On avait un chien dans mon adolescence, et il faisait complètement partie de la famille. Je me revois me dire que le chien ne va pas vivre plus de 10 ans, et comment j'allais pouvoir surmonter la mort du chien. J'y avais beaucoup réfléchi, et je me souviens qu'à un moment dans ma tête, j'ai tranché en me disant que je devais prendre du recul et relativiser face à la mort d'un animal. Bon, bien évidemment, on doit toujours relativiser face à la mort, mais d'autant plus quand c'est un animal. Après, il faut faire attention, on pourra d'ailleurs en faire une vidéo, mais entre humains et chiens, il y a eu une collaboration importante au cours de l'évolution, ce qui nous rend complémentaires et plus empathiques envers le chien. De nos jours, on trouve bien évidemment aussi un lien avec l'économie et la politique. La cohésion sociale d'une ville ou d'un pays nécessite d'avoir des mécanismes qui permettent de vivre ensemble. On trouve les assurances, les mutuelles, les retraites, bon, surtout en France, puisque le système de retraite, ce sont les actifs qui payent pour les retraités. On a aussi les aides sociales, comme le chômage ou autres. Toutes ces aides, ce sont de l'altruisme plus ou moins imposé. D'ailleurs, tous les États fonctionnent sur une coopération et une redistribution plus ou moins importante. C'est aussi ce que Maxime a expliqué dans sa vidéo sur l'Europe, en disant que l'on ne peut pas regrouper de grandes zones géographiques uniquement autour d'une monnaie, sans avoir des mécanismes économiques de coopération et de redistribution entre des zones plus ou moins fragiles. D'ailleurs, on trouve ces mécanismes en France entre les régions ou nos îles. Alors attention, les limites de l'altruisme sont atteintes si des personnes ou des régions ou des États tirent continuellement la couverture vers elles. Et c'est d'ailleurs le risque qu'imaginent, peut-être à juste titre, les pays du nord de l'Europe par rapport aux pays du sud. Je vais éviter de prendre un exemple d'actualité qui risque d'être une pente savonneuse sur les dérives de l'empathie et de l'altruisme entre êtres humains. Vous vous rappelez du film Mars Attack? On voit des extraterrestres débarquer et la population, comme les politiques, ne savent pas s'ils sont gentils ou méchants. Les extraterrestres disent « on vient en paix », mais dès qu'ils peuvent, ils tirent sur quelqu'un et ils le tuent. Être trop naïf, être trop altruiste, cela peut être contre-productif. Il y a un certain moment où ce comportement qui est louable se retourne contre nous, contre notre groupe et contre notre société. En conclusion, 3 points.
Donc le premier point, c'est qu'il faut faire attention, nous ne pouvons pas classer les gens dans le camp du bien avec ceux qui sont altruistes ou le camp du mal. Nous avons vu suffisamment d'exemples dans la nature et dans nos sociétés pour éviter de faire ce raccourci sur ces instincts d'altruisme et d'empathie. En deux, nous avons vu que l'altruisme et l'empathie peuvent être acquis socialement, donc par l'éducation ou les attentes de la société, les pressions sociales. Nous pouvons être aussi prédisposés par la génétique avec des degrés différents. En trois, on trouve des situations sociales qui font bouger nos curseurs d'altruisme et d'empathie, comme quand on gravit les échelons. Avant la fin, pour ne pas être victime de nos instincts, personnellement j'ai été souvent piégé d'avoir été trop empathique ou altruiste. Nous devons adapter notre comportement à la situation qui est face à nous. Si on doit gérer un groupe, comme être chef d'entreprise, être un homme de loi, nous ne pouvons pas laisser apparaître notre niveau d'altruisme ou d'empathie de la même manière que si on travaille sur un projet collectif ou dans un groupe dans lequel la collaboration est essentielle. Voilà, comme d'habitude, le fait de prendre connaissance de l'ensemble de nos instincts nous permet d'avoir un comportement éclairé. Il ne faut pas oublier de traiter tous ces instincts avec notre cerveau par la raison. Merci.